Ok. Ah, je suis un peu haut. Enfin, des bonnes foutues mises à jour. Ça faisait longtemps que j'étais pas sorti d'une WWDC en étant vraiment hypé comme ça. Hello tout le monde, vous regardez Nightech, c'est Thomas, et vous connaissez la musique. Il est tôt, je suis mal rasé. On est là pour débriefer une keynote Apple. Hier, c'était la WWDC, la conférence d'Apple où ils introduisent leurs nouveautés logicielles à leur communauté de développeurs, et j'ai été particulièrement étonné et satisfait de la façon dont ils ont mené cette conférence. Non seulement sur des points qui n'ont pas du tout attrait à l'IA, étant donné qu'on a simplement eu des très bonnes nouveautés logicielles sur les différents systèmes, iOS, macOS et compagnie, mais également parce que putain, on a enfin une entreprise qui a intégré proprement les technologies de l'IA générative avec des notions de design importantes. Je crois que c'est tout simplement ma WWDC favorite de tous les temps. C'est une leçon de product design, de conduite du changement et de communication. Et je vous fais pas plus attendre, on commence le débrief. Good morning. Welcome to Apple Park. Cette fois, la construction même de cette keynote était super intéressante, étant donné qu'on a d'abord eu droit aux évolutions des différents systèmes, totalement décorrélées ensuite du gros morceau de cette conférence qu'était l'IA. Mais bon, je trouve que les évolutions sont tellement intéressantes dans le détail que ce serait dommage de ne pas en parler. On a d'abord eu un focus sur le Vision Pro et son système Vision OS, qui évolue légèrement certes, en même temps le casque est sorti il n'y a pas longtemps, mais qui évolue sur ses essentiels, sur les bases. Apple se concentre déjà sur le fait d'améliorer ses API pour que les développeurs qui veulent s'investir sur Vision OS puissent le faire le plus facilement possible. Important, étant donné que la faiblesse de ce casque aujourd'hui, c'est son écosystème d'applications qui est toujours plus ou moins vide. Et à côté de ça, Apple améliore les fonctionnalités qui aujourd'hui sont déjà utilisées et franchement utiles avec ce casque, à savoir principalement son écran virtuel pour le Mac, qui peut désormais s'étendre au-delà de la 4K, être encore plus large que par le passé, etc. J'aime beaucoup cette approche en vrai. Avec le Vision Pro, il y a tout à bâtir et Apple y va progressivement en se concentrant sur les essentiels d'abord. Pourquoi pas? Et bien entendu, la grande nouvelle, c'est qu'il sera disponible en France le 12 juillet pour 3 999 €. J'espère qu'ils prennent les réductions étudiantes. iOS 18 ensuite, où on a droit à une véritable refonte du design du système, avec des nouvelles possibilités de personnalisation, où Apple continue lentement et année après année à rattraper Android sur ce point. On a la possibilité de personnaliser la disposition de son home screen librement, sans avoir besoin d'empiler les applications. On a un dark mode plus profond, avec la couleur des icônes elles-mêmes qui s'adaptent. Personnellement, j'attendais énormément ça. On m'a souvent demandé pourquoi j'utilisais le light mode et pas le dark mode. Et c'est parce que le système reste pensé en premier lieu pour le mode lumineux. Ici, c'est vrai que ça devient un peu moins le cas. Et c'est cool de le voir. Je vais peut-être commencer à m'en servir un peu. Et en pagaille, on a également la personnalisation de la couleur des icônes, la personnalisation du centre de contrôle, qui devient vraiment magnifique sous iOS 18, je suis plutôt content. La possibilité d'envoyer des e-messages et des messages par satellite, sans réseau cellulaire, ce qui est tout simple, mais mine de rien est assez impressionnant techniquement. Et également une refonte des applications photo avec une nouvelle disposition plus pratique, et de l'application Mail avec un tri automatique des différentes catégories d'emails, comme ce qui existe déjà sur Gmail. Beaucoup de choses viennent d'Android cette année. On sent qu'Apple a concentré sa créativité ailleurs, mais ça fait plaisir de voir toutes ces évolutions. Il y en a vraiment énormément dans le détail, dont tu te rends compte uniquement en installant la bêta. Mais c'est fun, c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup de plaisir à installer les bêtas et à découvrir tous les petits ajustements, les petits changements. Même si, comme d'habitude, n'installez pas la première développeur bêta. Je l'ai installée hier soir et j'ai déjà pu voir que mon iPhone chauffe sacrément plus qu'avant. Donc prenez un peu de marge. Du côté de WatchOS, alors je sais, vous me dites à chaque fois qu'il n'y a que moi que ça intéresse, mais je suis désolé, les évolutions sont toujours super intéressantes. On a une nouvelle mesure de fatigue et de volume d'entraînement. Personnellement, je trouve ça super pratique. J'adore ces indicateurs qui se basent à la fois sur ton volume d'entraînement, mais aussi sur ta variabilité de fréquence cardiaque, ce genre de choses, et qui te permettent de savoir objectivement si ton corps est un peu fatigué, si tu devrais te reposer, ce genre de choses. Et surtout, merci, la possibilité de venir personnaliser davantage ces anneaux de progression sur l'Apple Watch et de les régler par jour de la semaine, de prévoir une pause dans la semaine, ce genre de choses. Merci Apple, il aura fallu 10 ans, c'est élémentaire pour un être humain de prendre des jours de repos, jusque-là c'était pas pris en compte par ce système.
Ça fait du bien. Si je devais mentionner une petite déception dans cette keynote, ce serait quand même iPadOS. Pas dans le sens où je m'attendais à ce que ça devienne un petit peu macOS, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation. C'est pas mon cas, j'aime bien que l'iPad reste l'iPad, c'est ce qui fait qu'il est unique et qu'il est intéressant en tant qu'appareil. Mais c'est vrai que Apple ne pousse pas vraiment le potentiel de l'iPad en lui-même cette keynote. On a l'arrivée d'une calculatrice sur iPad qui est réalisée d'une façon qui est tellement Apple, avec la possibilité d'interagir dedans avec l'Apple Pencil, de noter des équations pour que la calculatrice le résolve, etc. C'est stylé, c'est effectivement comme ça qu'une application calculatrice doit être pensée sur tablette, mais il n'y a rien qui n'exploite franchement et directement le potentiel de la puce M4 des derniers iPad Pro notamment. Bref, comme d'habitude, iPadOS est une évolution sympa avec toutes les nouveautés d'iOS, mais ça laisse un peu sur sa faim. Et pareil pour macOS Sequoia d'ailleurs. On sent qu'encore une fois, la créativité n'était pas vraiment au rendez-vous et on a beaucoup de fonctionnalités qui découlent de Windows et d'Android avec la gestion des fenêtres façon Windows Snap là. Alors, oui, effectivement, c'est totalement une recopie de Windows, mais ça fait plaisir, hein. Je suis désolé, sur macOS, c'était un peu laborieux de mettre en place la même chose. On a aussi la possibilité d'accéder à l'écran de son iPhone depuis son Mac. Bon, c'est cool comme possibilité, ça a l'air assez puissant, tu retrouveras toutes tes notifications de ton iPhone sur ton Mac, mais j'avoue que je trouve que c'est pas forcément une forme très optimale. On a aussi un nouveau Safari avec les highlights, la possibilité de retrouver le point le plus intéressant d'une page web directement depuis la barre de navigation. Un nouveau reader personnalisable également, pour lire avec plus de confort sur le web. Mais surtout, personnellement, ce qui me fait plaisir, c'est qu'Apple continue à avancer lentement mais sûrement dans le domaine du jeu vidéo sur Mac. Ils ont déployé une nouvelle version de leur outil qui permet de facilement porter des jeux Windows sur Mac, un outil qui est destiné aux développeurs pour leur permettre de faciliter le travail. Ça a l'air de porter ses fruits. Positionner macOS comme une plateforme friendly pour le jeu vidéo, c'est un travail de longue haleine. Et là, mine de rien, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans qu'Apple pousse pour que les développeurs arrivent. Et on a déjà Ubisoft qui arrive sur scène, on a pas mal de jeux qui sont en train d'arriver, on a eu Baldur's Gate 3, l'un dans l'autre, c'est quand même prometteur. Apple délivre tranquillement mais sûrement. Pour le coup, je suis plutôt content. Pas mal d'ajustements dans le détail et on n'a même pas encore attaqué la vraie révolution. Ça y est, Apple se lance dans la bataille de l'IA après des mois où on pouvait être inquiet en tant qu'utilisateur de voir que la marque restait un peu en retrait, ne se prononçait pas. Ils l'ont fait et d'une sacrée façon. En fait, avec l'IA, Apple semble se concentrer sur le fait d'introduire un set de fonctionnalités précis, compréhensibles par l'utilisateur, plutôt que sur le fait de bâtir un chatbot généraliste qui vienne cracher du texte, du code, des images, etc. Déjà, rien que le nom, Apple Intelligence, c'est malin. L'idée d'intelligence artificielle, rien que le mot artificiel, ça n'évoque pas grand-chose de positif pour un humain. En plus, c'est une technologie qui fait un peu peur. Donc venir gommer un peu cette connotation et en plus se l'approprier en la nommant Apple Intelligence, ça fonctionne. Bon, après, c'est un peu gênant au début, on va pas se mentir. Ce modèle est pensé pour fonctionner majoritairement directement sur ton iPhone, ton iPad ou ton Mac, de façon à ce que l'IA puisse avoir accès à tes informations, à ton contexte en tant qu'utilisateur et te donner des réponses personnalisées en fonction, sans pour autant compromettre ta sécurité et ta vie privée. Et derrière, pour toutes les requêtes compliquées qui ne peuvent pas tourner sur un iPhone, Apple a mis au point des serveurs dédiés qui vont permettre de faire tourner ces requêtes sans pour autant stocker d'informations. C'est difficile pour moi de commenter ce genre de truc étant donné que je suis pas un expert en cybersécurité, mais au moins ces garanties ont été données. C'est toujours ça. À partir de là, tu peux profiter d'Apple Intelligence. Ça commence évidemment et enfin j'ai envie de dire par un nouveau Siri. On a droit à une nouvelle interface magnifique pour Siri qui encadre ton écran d'un petit halo lumineux, ce qui effectivement dans le design donne l'impression que tout ton téléphone devient Siri. Les interactions avec lui se veulent plus naturelles, plus pertinentes, plus sensées, étant donné que tu parles à un modèle génératif et pas à des réponses prédéfinies et préécrites, comme c'est le cas aujourd'hui. Siri gagne également une mémoire, étant donné qu'il va
vas pouvoir continuer des conversations que tu viens de commencer et retenir le contexte de ce que tu es en train de lui dire. Et surtout, dans le design, encore une fois, tu vas pouvoir interagir avec Siri au clavier, mais également directement depuis tes AirPods. Avec la possibilité, simplement en faisant un léger nom de la tête ou en acquiesçant légèrement, de dire à Siri oui ou non lorsqu'il t'énonce quelque chose. Personnellement, du coup, je me vois un peu interagir avec Siri en étant en dehors de chez moi. Là où je suis désolé, mais dans le tram, tout ça, c'est juste impensable pour moi de me mettre à parler à Siri. C'est beaucoup trop gênant. Et surtout, Siri devient capable d'interagir pour toi avec tes applications, tes messages, ton calendrier, tes fichiers, etc. et de tenir compte de toutes ces informations pour venir te donner des réponses. C'est incroyablement puissant et personnel. Siri devient un véritable assistant capable de faire des choses pour toi et proactivement en plus, ce qui, mine de rien, donne raison à Google avec sa vision du premier Pixel où ils étaient en mode bah oui, le téléphone doit devenir un assistant personnel. Cette nouvelle version de Siri me hype comme pas possible, même si elle ne sera disponible que cet automne et avant tout en anglais. Apple Intelligence, c'est aussi, et de façon plus classique, un assistant d'écriture qui est disponible dans tout le système, avec la possibilité de reformuler du texte, de modifier ou d'éditer un texte, de demander des résumés d'un message, d'un email, d'un article, etc. C'est un assistant créatif aussi, avec la possibilité de générer des images, là encore une fois, qui vont être personnalisées, qui vont tenir compte de tes contacts, de leur image de profil éventuellement, pour générer des petits visuels un peu rigolos. Et l'idée, c'est vraiment de rester là-dessus, dans le domaine du rigolo et de l'utile, en restant sur un style graphique, un style dessin, des petits gifs animés, ce genre de choses, davantage que sur le fait de générer des simili deepfakes quoi. Et surtout, Apple Intelligence, c'est des petits outils, des petites améliorations qui sont disséminées dans tout le système, avec en pagaille des réponses intelligentes qui te seront proposées directement pour tes mails, un résumé du contenu de chacun de tes mails accessible directement depuis l'accueil de l'application désormais, des nouvelles possibilités pour gérer tes notifications, avec un nouveau mode focus intelligent qui est capable de comprendre si un message est important ou non, et également une refonte de tout le système de notifications qui désormais te fournira des résumés de la masse de notifications que tu peux recevoir plutôt que de t'en afficher 15 000 d'un coup, quoi. C'est comme ça qu'on doit introduire une nouvelle technologie si on espère qu'elle soit adoptée, tout du moins. C'est des fonctionnalités précises du quotidien qui sont intégrées avec un design qui te guide dans leur usage, le tout avec un respect des principes de vie privée et d'intuitivité. Avec Apple Intelligence, Apple se permet même une touche de fun et de chaleur avec les Genmoji. Voilà, c'est tout mignon, tu peux générer des emojis personnalisés. Ça a l'air bête, mais ça rend cette technologie accessible, chaleureuse, humaine, encore une fois. Et c'est un peu ce qu'ils avaient déjà fait avec Face ID au final. Le fait de scanner son visage en 3D, ça peut paraître un peu intimidant en 2017. Mais si tu peux faire des petits emojis à partir de là, c'est vrai que ça rend le truc un peu plus... Ok, c'est rigolo, c'est sympa. Il y a une grosse différence avec la vibe du reste du secteur de l'intelligence artificielle, avec les conférences d'OpenAI par exemple, qui sont toujours impressionnantes, bluffantes techniquement vraiment, mais il y a quand même une vibe un peu cultiste, tu vois, t'es là, oui, ils sont en train de se prosterner devant Sam Altman et d'attendre l'arrivée de l'intelligence artificielle généraliste. Enfin, quand je dis qu'on dirait une secte, je suis pas en train d'exagérer, quoi. Enfin, je suis vraiment pas loin. Non, il y a pas à dire, c'est comme ça qu'on doit présenter de l'intelligence artificielle. Samsung était pas loin. Il y a 6 mois, pareil, ils ont vraiment pris un axe usage qui était quand même un peu plus général que ce qu'a montré Apple aujourd'hui, mais en même temps c'était il y a 6 mois, c'était il y a une éternité maintenant dans le monde dans lequel on vit. Bon, il y a quand même pas mal de points noirs dans l'approche qu'a pris Apple au final. Le premier que j'ai noté, c'est que toutes ces fonctionnalités ont été présentées dans le contexte d'abord de l'iPhone, ensuite un petit peu de l'iPad et encore un petit peu moins du Mac, mais pas du tout du Vision Pro. Alors pour le coup, je sais pas trop ce que ça veut dire de ce device. Est-ce que ça veut dire que le Vision Pro est pensé surtout comme un moniteur high-tech pour le Mac et un peu moins comme un appareil en lui-même? Mine de rien, pour un appareil qui est sorti il y a 6 mois et qui coûte 4 000 €, je trouve ça un peu bof. Mais surtout, toutes ces fonctionnalités, parce qu'elles sont pensées pour tourner avant tout directement sur l'appareil, ne sont disponibles que sur les iPhone 15 Pro et sur les iPads avec une puce M. Au-delà du fait que c'est juste chiant pour l'utilisateur,
c'est aussi très très problématique venant d'Apple. Ça veut dire que dans les prochains mois, quelqu'un va pouvoir rentrer dans un Apple Store, acheter le dernier iPhone 15 et ne pas avoir accès à toutes les dernières fonctionnalités. Effectivement, avec la puce A17 Pro, tu avais déjà des exclusivités dans le jeu vidéo, ce genre de choses. Mais là, avec l'IA, on parle vraiment du cœur de ton téléphone qui est dépassé aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est quand même vraiment un problème. J'espère qu'Apple pourra corriger ça, mais derrière, l'un dans l'autre, je dois dire que je suis vraiment hypé par cette keynote. C'est vraiment la première conférence d'intelligence artificielle où vraiment on vient me parler de trucs que j'utilise au quotidien, qui sont effectivement améliorés, qui sont effectivement accessibles. Enfin, c'est une bonne approche de l'IA pour le grand public. Et je trouve ça vraiment cool de voir que ça arrive. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être à nouveau hypé par du logiciel du côté d'Apple et j'ai vraiment hâte de tester ça dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à vous abonner pour le coup pour voir ma couverture des différents logiciels et puis moi je vous dis à jeudi prochain tout simplement. Prenez soin de vous et à la prochaine.